donc à la table ronde consacrée à l'innovation au service du climat. J'invite pour cela à me rejoindre Adeline Duterque, directrice d'Engie Lab Crygène, Philippe Hugeron, qui est président et cofondateur du club pyrogasification de l'AT2E, également directeur général adjoint d'ETIA, donc fabricant de réacteurs pyrolyse, François Caladjian, directeur de la direction économie, éveil et coordinateur hydrogène à l'IFP Énergie Nouvelle, et enfin Robert Mulke, qui est directeur de projet gazéification hydrothermale chez GRT Gaz, également fondateur du groupe de travail national sur la gazéification hydrothermale. Voilà, donc tout le monde est installé. Effectivement, la question, c'est de voir comment est-ce que la neutralité carbone nous amène à faire preuve d'innovation et mobilise de nouvelles compétences. Adeline Duterque, bonjour. Donc, je le disais, vous êtes directrice d'Engie Lab Crygène. Et je pouvais nous faire un panorama des innovations qui sont aujourd'hui en développement et quelque part pour suivre ce qui se fait d'ores et déjà aujourd'hui relativement bien avec la méthanisation. Bonjour à tous. Effectivement, on sait qu'on va avoir besoin de gaz vert pour la transition énergétique. On sait qu'il y a 3 leviers principaux pour la transition énergétique. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Le deuxième, c'est la décarbonation du système de production électrique. Et pour ça, on sait aussi qu'on va avoir besoin de molécules de gaz vert pour éviter les systèmes de pointe électrique. Et puis, le troisième, c'est la décarbonisation des usages, en passant en priorité par les usages très intensifs, donc industrie et mobilité. Et donc on sait que même dans un scénario de très forte électrification, on va avoir besoin de molécules de gaz vert à hauteur à minima de 30 à 40%. Alors, quelles molécules de gaz vert pour la transition énergétique ? Compte tenu des quantités qui vont être nécessaires, on va avoir besoin d'en mobiliser de plusieurs types. D'abord, les molécules autour du méthane renouvelable, donc de première génération, deuxième génération, puis e-méthane. Et puis, bien entendu, l'hydrogène renouvelable, qui soit pur ou bien combiné avec d'autres molécules pour former ce qu'on appelle les e-fuels. Et donc, la proportion de chacune de ces molécules, elle dépendra de plusieurs paramètres. Elle dépendra d'abord de leur maturité technologique à chacune, et donc de leur coût de revient, des ressources disponibles localement, selon qu'on ait ou pas accès à des grandes quantités d'électricité renouvelable ou accès à des grandes quantités de CO2 disponibles, ce ne sera pas le même mix énergétique. Et puis enfin, elle dépendra des pouvoirs publics parce qu'il y a la rationalité technico-économique, mais il y a aussi une vision du mix cible. Donc, pour faire un panorama, en commençant peut-être par le e-méthane, quel est le panorama des solutions disponibles? Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliquer quels sont rapidement les enjeux de recherche qui restent devant nous. Donc, on a plusieurs technologies pour le e-méthane. Le biométhane dit de première génération, donc qu'on connaît tous, qui fonctionne par dégradation des micro-organismes. Et donc là, c'est probablement donc la molécule qui a la plus grande maturité. Deuxième solution de production. Donc là, je fonctionne un petit peu par ordre de maturité technologique croissant en fait. La pyrogazéification qui permet de valoriser des biomasses et des déchets pour produire à terme de la chaleur, de l'électricité ou bien du gaz suite à un procédé de méthanation, puis d'épuration qu'on peut finalement injecter dans le réseau. Et puis le e-méthane avec 2 technologies, catalytiques et biologiques. Et donc le e-méthane, il est produit à partir d'électricité renouvelable qui permet de produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau qu'on combine avec du CO2 pour produire du e-méthane. Et puis enfin, juste pour être complet dans le panorama, je peux citer les microalgues, mais là on est plus prospectif et on est plus au stade de la recherche fondamentale et il y a plus grandes incertitudes sur le fait qu'elles apparaissent à terme dans le mix. Alors en termes de verrou R&D, qu'est-ce qu'il y a à lever sur le e-méthane ? Eh bien, il y a 3 enjeux principaux sur le méthane vert. Il y a 3 enjeux principaux. La baisse des coûts, le fait qu'on ait un potentiel suffisant pour couvrir des besoins importants, et puis favoriser l'économie circulaire. Donc, sur le biométhane de première génération, je le disais tout à l'heure, c'est la filière la plus mature.
Et donc, l'enjeu principal, il est essentiellement dans la baisse des coûts. Donc la baisse des coûts, elle va passer par différents leviers. Bon, bien sûr, il y a le passage à l'échelle qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qui fait que spontanément, ça fait baisser les coûts. Il y a des travaux de recherche autour de la digitalisation, qui va là aussi permettre d'optimiser en fait l'implantation des sites, d'optimiser le contenu de la réaction chimique qui se passe à l'intérieur, etc. Et puis, les coûts d'épuration, la baisse des coûts d'épuration. Donc, nous, chez Engie, on travaille sur des solutions d'épuration très peu chères qui permettront de baisser d'ici 2 ans les coûts globaux du biogaz de l'ordre de 15%. Et puis, d'optimisation des procédés. Alors, on travaille aussi, mais là, on est plus sur, d'ici 4-5 ans, sur des perspectives de baisse des coûts liées à l'optimisation des procédés de l'ordre de 30 à 40%. Sur la pyrogazéification, les enjeux sont là autour des volumes. Il s'agit d'avoir des gros volumes de production de gaz vert. Et puis aussi des enjeux d'exutoire pour les combustibles solides de récupération, donc en fait les déchets qui vont être de plus en plus importants et pour lesquels les producteurs de ce type de déchets vont avoir besoin d'exutoires. Et la pyrogazéification est une solution idéale justement pour valoriser ces déchets et les transformer en gaz vert. Donc les leviers principaux, essentiellement, c'est sorti des laboratoires. Donc on a maintenant des solutions qui sont à maturité et pour lesquelles l'enjeu principal, c'est l'industrialisation. Et donc on travaille à des premières industrielles qui devraient sortir d'ici 2023-2024. Je n'évoque pas ici la gazéification hydrothermale puisqu'elle va être évoquée un petit peu plus tard. Alors la pyro aussi, hein. La pyrogazéification va être également abordée. Ok. Et puis pour terminer le panorama, donc e-méthane, biologique catalytique. Donc là, les technologies de méthanation, elles sont disponibles. Là aussi, les sujets, c'est de faire des pilotes et du passage à l'échelle. Sur la méthanation biologique, on a encore quelques enjeux R&D à lever, mais on a des premiers pilotes et des premiers démonstrateurs qui nous permettent de travailler justement sur ces sujets. Je passe maintenant à l'hydrogène, rapidement. Donc l'hydrogène décarboné, bien sûr. Alors, donc 2 types de production d'hydrogène large scale, enfin gros volume, et puis la production d'hydrogène vert décentralisée. Donc sur le large scale, on parle sur l'hydrogène, il y a les couleurs de l'hydrogène, donc là aussi par ordre un peu de maturité croissante. On a l'hydrogène bleu, qui est finalement le reformage du méthane classique associé à une capture-séquestration du carbone. L'hydrogène dit vert, donc avec une production solaire ou éolien, enfin en tout cas renouvelable électrique, qui alimente un électrolyseur. L'hydrogène produit par pyrogazéification et la pyrolyse de méthane ou hydrogène dit turquoise, haute température. Et puis j'évoque également l'hydrogène qu'on appelle maintenant l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène naturel, c'est-à-dire qui est produit naturellement et qui avec des fuites d'hydrogène qui émanent de la croûte terrestre dans certaines régions du globe. Donc ça, c'est un peu les technologies par ordre de maturité croissante qu'on a sur l'hydrogène vert large scale. Et si on est maintenant sur la production décentralisée d'hydrogène, donc pour un petit industriel ou pour des usages mobilité par exemple, alors là aussi on a des systèmes de reformage du biogaz par exemple, et puis des technologies un petit peu moins matures qui sont de production directement solaire avec une réaction immédiate du soleil sans passer par la production d'électricité pour produire donc de l'hydrogène. Alors, quels sont les enjeux là aussi de R&D à lever sur la production d'hydrogène ? Je vous propose de le voir très rapidement parce qu'en fait, chacun de ces messieurs qui sont à votre gauche pourront effectivement aussi développer ces aspects d'enjeu. Alors, je ne vais pas les développer. Mais allez-y très rapidement. Très rapidement. Donc, baisser les coûts de production des électrolyseurs. Sur la production d'hydrogène décentralisée pour décarboner les petits usages industriels, là aussi, baisse des coûts et augmentation de la compacité. Sur l'hydrogène naturel, il reste à confirmer le potentiel, vérifier que les zones de production sont en adéquation avec les zones de consommation, et puis détecter des capteurs.
et sur la pyrolyse de méthane, accompagner les premiers pilotes et les premiers démonstrateurs. Donc ça, c'est sur l'aspect production. Et maintenant, il y a encore d'autres enjeux quand même sur l'hydrogène, c'est les aspects de transport et usage de l'hydrogène, sur lesquels aussi on a des petits sujets de R&D. Donc transport et stockage, là aussi je vais très vite. Donc les enjeux, c'est la production et le transport massif de l'hydrogène. Elle peut se faire soit sous forme pure, soit sous forme de molécules combinées, et donc ce qu'on appelle les e-fuels. Et donc là aussi, ce sont des solutions dont certaines sont proches du marché, par exemple transport d'hydrogène sous forme d'ammoniac. Mais là aussi, les gros enjeux sont en termes de mise en place de pilotes à grande échelle. Sur les usages, à court terme, ce seront les usages industrie et tertiaires, de type data center, de type usage industriel pour les process, avec utilisation d'hydrogène pur ou combiné en mélange avec le gaz naturel. Et puis à plus long terme, les usages pour les particuliers. Il y a l'usage de la mobilité qui a été déjà évoqué en introduction de ce congrès. La mobilité lourde, c'est un enjeu majeur. Ça représente 10% des émissions de CO2 mondiales. Et là aussi, pour la mobilité lourde, l'hydrogène va être une solution, alors sous des formes différentes, probablement avec plusieurs combinaisons. On sait qu'il y aura plusieurs solutions technologiques à développer et que les vecteurs énergétiques gagnants seront sans doute multiples. Donc par exemple, pour l'aviation, on peut penser à de l'hydrogène liquide ou du e-kérosène, donc ces fameux e-fuels que j'évoquais. Sur les maritimes et les camions, on va être sur des solutions de type, là aussi, hydrogène liquide ou bio-GNL. Et puis, en plus de ces technologies de production, on a aussi des enjeux d'infrastructure sur la mobilité pour laquelle il y a aussi des enjeux de R&D. Et pour conclure rapidement, moi je pense qu'il y a finalement 4 messages que je voudrais faire passer. Le premier, c'est que tous ces enjeux de R&D et de passage à l'échelle supposent que les entreprises s'investissent et se mobilisent rapidement, parce que ce sont des investissements de temps long. Nous, chez Engie, on prend notre part de cette ambition, puisqu'on vise d'avoir 100% de gaz vert dans nos réseaux à l'horizon 2050. Deuxième message, c'est que les technologies, elles sont sorties des laboratoires et qu'elles nécessitent maintenant des pilotes et des démonstrateurs. Troisième message, c'est que qui dit pilote et démonstrateur dit des coûts importants, et que donc on va avoir besoin aussi du soutien des pouvoirs publics et du soutien européen sur ces sujets-là. Il y a énormément de financement européen sur ces enjeux de recherche. Et puis le quatrième message, c'est que ça ne se fera pas tout seul et que donc ce n'est pas une entreprise qui va trouver toutes les solutions, que c'est probablement sous la forme de projets collaboratifs que ça va se passer. Merci Madame Duterque. Alors, je vous ai laissé pas mal de temps effectivement pour faire ce panorama parce que ça me paraissait important que vous ayez bien en tête toutes les technos disponibles. On va essayer de les creuser. Alors, pas toutes évidemment parce qu'on a mesuré combien elles étaient nombreuses, mais on va effectivement voir en ordre de maturité, comme vous disiez, avec Philippe Hugeron, donc pour la pyrogazéification. Je disais, vous êtes président et cofondateur du club de l'AT2E en la matière. Et je pouvais nous expliciter un peu ce mot dont on entend beaucoup parler, mais finalement, ça peut être bien aussi parfois de refaire un focus sur vraiment ce dont il s'agit. Oui, bonjour, merci. Aline a commencé à en parler. Moi, j'ai retenu que la pyrogazéification est une technologie idéale pour valoriser notamment les CSR en gaz vert. Moi, j'aime bien. Alors d'abord, je vais rappeler... CSR peut-être rappeler combustible solide de récupération, de quoi s'agit-il? Tout à fait, c'est les résidus de tri, de chaîne de tri. Et donc on prend la part avec OPCI et on fait des combustibles solides de récupération. Voilà. Donc peut-être juste quelques mots pour expliquer ce que c'est, rappeler ce que c'est que la pyrogazéification et puis quelques messages clés à partir de là. Donc la pyrogazéification, ça regroupe les technologies de pyrolyse et de gazification. Il s'agit en fait de transformer la matière organique, des résidus de biomasse ou des déchets, en des produits à haute valeur ajoutée qui vont être ensuite utilisés sous forme de vecteurs énergétiques ou de matière. Et pour cela, on va chauffer la matière organique à haute température, entre 300 et 1000 degrés Celsius, en absence ou en défaut d'oxygène, et ça c'est important, pour casser les molécules. Donc on ne va pas les brûler puisqu'on est en absence ou en défaut d'oxygène. C'est un petit peu, ça ressemble d'ailleurs à la méthanisation, sauf qu'au lieu d'utiliser des bactéries, on utilise de la chaleur. Et comme on utilise de la chaleur, on va plutôt préférer les déchets secs, les déchets et non pas liquides, ou les déchets ligneux et cellulosiques qui sont difficilement méthanisables. Donc premier message clé, c'est que c'est complémentaire par rapport à la méthanisation.
Alors l'ADEME, dans son étude sur 100% gaz renouvelable en 2018, avait estimé le potentiel de la pyro entre 30 et 140 TWh. Alors la fourchette est large, mais c'est des volumes, quoi qu'il en soit, très importants. Et la variation, elle est très liée aussi aux arbitrages en termes de ressources, notamment. Donc ça c'est pour l'entrant. Côté sortant, Aline a rappelé tout ce qu'on pouvait faire à partir de gaz vert. Donc en fait, en faisant la pyrolyse et la gasification, on va produire une phase gazeuse, une phase liquide et une phase solide. Et la phase gazeuse, on peut en faire de la chaleur, de l'électricité, du méthane, de l'hydrogène, ou du méthanol, du déméthylester. On peut en faire plein de choses. Donc une grande flexibilité. Donc ça, c'est le deuxième message clé, c'est la flexibilité. Si on prend, on va aussi produire alors la thématique de la journée, c'est le gaz, mais on va aussi, par exemple, si on fait de la pyrolyse de bois, autrefois on appelait la pyrolyse de bois la distillation du bois, je trouve ça assez intéressant, eh bien, on peut obtenir aussi une phase de biochar. Et alors le biochar, ça peut être un amendement agricole en matière de fertilisation, notamment en termes de capacité de rétention d'eau. Et cerise sur le gâteau, ça peut être un puits de carbone. C'est-à-dire que non seulement en faisant de la pyrolyse de bois, on produit un gaz vert, mais on produit un gaz plus vert que vert parce qu'il va être associé à un puits de carbone. Donc en termes de potentiel, on en a parlé, en termes de maturité et de prix, où en est-on? Alors il existe aujourd'hui beaucoup de références de technologies de pyrolyse et de gasification dans le monde, notamment en production de chaleur et de cogénération à partir de bois. Pour les déchets et les CSR, il existe un certain nombre de projets industriels depuis un certain temps, notamment au Japon, en Angleterre. Il y a pas mal de choses qui se développent en Angleterre, aux Pays-Bas également. Et pour les autres applications type biométhane, on a des premiers démonstrateurs industriels. Un projet à Gobigaz en Suède a tourné quand même plus d'une dizaine d'années pour produire du biométhane et a fait rouler des bus. Ça marche. Le projet Gaia d'Engie a aussi montré qu'on pouvait faire l'intérêt de ces technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et aussi qu'on pouvait assez rapidement être compétitif avec les prix de la méthanisation, voire à des prix qui peuvent être significatifs, c'est-à-dire 80-90 € le mégawattheure, voire significativement inférieurs si on utilise des déchets. Rassurez-moi, Gaia, c'est en France? C'est en France, c'est à Lyon. D'accord, vous me rassurez parce que vous avez cité plein de projets autour du monde. Je dis, mon Dieu, il n'attire rien en France. La France, non, mais j'y viens. La France, il y a une dizaine de projets en ce moment pour faire du biométhane en France. Les projets sont à des stades plus ou moins avancés, mais ce qu'ils attendent avant tout, c'est un cadre réglementaire et tarifaire qui leur permettent d'aller plus loin. Aujourd'hui, alors il y a des avancées, il y a ce qu'on appelle le bac à sable de la Creux qui permet de lever un certain nombre de contraintes réglementaires. Il y a aussi les contrats d'expérimentation qui devraient être mis en place, mais il faut être patient. Comme souvent en France. Comme souvent, voilà. Et effectivement, les entreprises n'ont pas forcément toujours ce temps. Voilà. Et c'est dernier point, je pense que je souhaiterais mettre en exergue, c'est que tous ces projets-là, ils sont basés sur des projets de territoire. C'est-à-dire que des collectivités locales, des industriels, aujourd'hui, ont de la biomasse, des déchets dont ils ne savent pas quoi faire. On parle de disponibilité de biomasse. Eh bien, quand on est sur le territoire, il y a plein d'endroits, on ne sait pas quoi faire de la biomasse et des déchets, ou alors on les envoie à l'étranger. Donc c'est aussi une opportunité pour mieux valoriser ces ressources localement. La particularité de la biomasse et des déchets, il faut le rappeler, c'est que ce sont des ressources peu denses énergétiquement en volume. Ce qui veut dire qu'elles se transportent mal, ou alors il faut beaucoup de camions. Il faut jusqu'à 15 camions de CSR pour faire un camion de pétrole. Donc il est pertinent de les valoriser localement. Et localement, on peut avoir des besoins de chaleur importants. Dans ce cas-là, la combustion, c'est très bien. Mais on peut ne pas en avoir de façon permanente. Et dans ce cas-là, les technologies de pyrogasification offrent une flexibilité pour produire du gaz dans les réseaux, pour l'utiliser plus loin, plus tard, à des prix compétitifs. Merci beaucoup pour cet éclairage donc, sur la pyrogasification. On enchaîne avec Robert Mulke, donc directeur de projet gasification hydrothermale chez GRT Gaz. Est-ce que vous pouvez cette fois nous éclairer donc, sur cette technologie? Oui, j'espère que mes slides seront visibles aussi, parce que je sais pas si... Alors oui, Monsieur Mulke a quelques slides à diffuser. Quelques slides à porter. Oui, merci. Voilà, comme vous voyez, la gasification hydrothermale est encore un peu une filière discrète, mais elle a beaucoup de potentiel et elle mérite d'être mieux connue.
Alors, comparablement à la pyrogasification, la gasification hydrothermale est aussi une conversion thermochimique. Sa particularité, elle s'adresse à des intrants de déchets de biomasse humide, liquide. Il y en a 6 grandes familles qui viennent de différents secteurs, agricoles, industriels, agroalimentaires, les bouts de stations d'épuration. Voilà, où il y a tout un tas de... Vous pouvez défiler, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup de familles différentes qui, à chaque fois, ce qui est important, c'est que chaque intrant doit contenir de l'eau. L'eau est indispensable parce que la technologie fonctionne à haute pression et relativement haute température. On tourne autour de 250-300 bars et entre 360 et 650 degrés. On a 2 familles de technologies, une avec catalyse qui favorise plus la production directe d'un gaz riche en méthane. On se situe tout de suite à 60-70%. Et avec une éparation, on peut arriver à un gaz conforme injectable dans le réseau. Et la deuxième famille, c'est sans catalyse. Celle-ci génère un gaz plus équilibré entre le CH4, le méthane, l'hydrogène et le CO2. Mais d'ailleurs, à travers une méthanation, on est capable aussi de produire un gaz conforme. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle a un très haut taux de conversion de carbone. Ça veut dire qu'on convertit quasiment tout le carbone en gaz. Par exemple, en juste comparant par rapport à la méthanisation, on produit 2 fois plus de gaz. C'est quand même important de le savoir. Bien entendu, d'ailleurs, l'effet qu'on génère, c'est que on n'a quasiment plus de résidus parce que la capacité de cette technologie, c'est aussi de pouvoir séparer les solides, c'est-à-dire les sels minéraux. Si, par exemple, dans les boues, vous avez des métaux lourds, on les sépare également. Et les sels minéraux plus l'azote qu'on va récupérer, on peut en faire des fertilisants pour le monde agricole, pour les particuliers, pour leurs jardins, pour des parcs, etc. Autre avantage, et vous voyez ça dans ce graphique qui illustre un peu le positionnement de la gasification hydrothermale vraiment au centre de l'économie circulaire. Ici, à l'exemple d'une station d'épuration, là, on a de nombreux flux qu'on génère, qu'on récupère et qu'on valorise. Et lié à ça, on a beaucoup d'atouts à cette technologie. J'en ai déjà cité certains. Ce qui peut être important à dire, c'est qu'on récupère aussi beaucoup d'eau. Presque 2 tiers à 3 quarts de la masse initiale qui rentre dans le réacteur est récupérée en eau, qui peut être utilisée, réutilisée pour l'irrigation, par exemple. On a aussi un effet bénéfique au passage, c'est qu'on élimine toute trace de virus, de produits pathogènes, parce que dans les boues, vous pouvez trouver des traces de médicaments. Vous trouvez on va dire des microplastiques. Tout ça, c'est soit éliminé, soit converti en gaz. Voilà, c'est de nombreux atouts et ils sont vraiment, vraiment importants. On va passer le slide suivant. Voilà un peu pour vous donner un état de lieu de la filière aujourd'hui en France et en Europe. En France, on est à l'état où on est en train d'essayer de monter des projets pilotes et démonstrateurs. J'ai pris moi-même avec mon entreprise GRT Gaz l'initiative de générer un premier projet de démonstration à Saint-Nazaire, dans le grand port de Saint-Nazaire, qui devrait voir le jour d'ici 2 ans, j'espère. Et on soutient, bien entendu, avec la filière, de nombreux autres projets qui vont, j'espère, apparaître d'ici 2025 et qui démontrent vraiment la réalité de cette technologie en France. D'ailleurs, on souhaite bien entendu que cette phase d'expérimentation passe à l'échelle industrielle entre les années 2025 et 2030 avec un objectif de produire entre 1 et 3 TWh d'ici là. Et en 2050, vu qu'on a des gisements assez importants, il faut savoir qu'à peu près la moitié des déchets qui sont générés en France contiennent de l'eau. C'est-à-dire on a 400 millions de tonnes de déchets qui sont générés et on pense qu'il y a suffisamment de matière qui reste pour que la gasification hydrothermale peut en bénéficier. Voilà, vous pouvez défiler. Voilà quelques illustrations concrètes. Aujourd'hui, où on en est avec la gasification hydrothermale, vous voyez, aux Pays-Bas, on est déjà aujourd'hui quasiment au stade industriel. Vous voyez dans la photo à gauche, l'installation, elle est en train, c'est une installation au niveau industriel, elle va faire 20 MW, elle est en cours de démarrage, et si tout va bien, au début de l'année prochaine, elle va rentrer en fonctionnement en continu sur 12 ans.
À droite, vous voyez le pilote de nos amis suisses, Treatec et le Paul Scherrer Institut, qui avec la catalyse, est aujourd'hui le développeur le plus avancé au niveau mondial et au niveau européen, bien entendu. Et vous voyez une belle illustration de cette technologie qui est également en cours de mise en route. Et en bas, vous voyez un rapide aperçu de ce que ça pourrait dire en termes de prix qu'il faut viser. Ici, c'est pour des installations qui ont une taille entre 20 et 40 mégawatts. Et vous voyez que l'État néerlandais soutient ces projets à travers des rémunérations qui sont au total autour de 75 € le mégawattheure. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le gouvernement vise une production de 20 TWh à horizon 2030 et 60% doit être amené par la gasification thermale, 30% par la méthanisation et 10% par la pyrogasification. Ça vous donne un cadre assez différent du cadre français, mais ça vous montre aussi le potentiel qu'il y a derrière. Le dernier slide, s'il vous plaît. Voilà, dernier point, et là, j'invite tous les représentants ici de nous rejoindre. J'ai initié l'année dernière un groupe de travail national pour que cette filière puisse se montrer et s'organiser. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a déjà une bonne trentaine de membres qui sont associés autour de nous, GRT Gaz, GRDF et plein d'autres acteurs qui viennent autant du monde de l'industrie, des constructeurs, des développeurs, des intégrateurs, mais aussi tous les acteurs, des grands acteurs de déchets sont mobilisés. On a plein d'acteurs publics, des représentants d'agglomérations, des fédérations professionnelles, comme l'AEG d'ailleurs, je remercie. Et on a aussi des consultants, des ingénieries qui nous soutiennent. Et là, notre objectif, c'est de créer un cadre national, d'avoir une réglementation technique, que la gasification thermale puisse bénéficier des mécanismes de soutien aussi bien publics que privés, que cette filière s'intègre pleinement dans la transition écologique et transition énergétique de notre pays et qu'elle fait partie des nombreuses filières de production de gaz renouvelable d'ici 2050. Et pour initier vraiment quelque chose de concret, on va essayer d'éditer d'ici fin d'année, début d'année prochaine, un premier livre blanc qui illustre tous les aspects de la technologie et de la filière, aussi bien en France qu'en Europe. Voilà, je vous remercie. Merci à vous pour ces deux éclairages. Déjà pour commencer, avant que l'on ne bascule quelque part dans le monde de l'hydrogène, juste pour bien fixer les idées, donc la pyrogasification, on obtient du méthane, mais pas seulement, également de l'hydrogène, vous me dites si je me trompe, Monsieur Hugereau. On obtient un mélange de gaz au niveau du réacteur de pyrolyse et de gasification avec différentes molécules, et après avec des briques en aval, on peut orienter, ou d'autres réactions de water gas shift, de méthanation, on peut orienter la production vers principalement du méthane ou principalement de l'hydrogène, ou alors des molécules type méthanol. Donc c'est l'assemblage de différentes briques technologiques. La réaction de pyrolyse et de gasification, elle donne un cocktail de gaz. Elle décompose la matière organique. Voilà. Et ensuite, on peut le travailler pour en faire ce dont on a besoin au niveau local. Et donc, s'agissant de la gasification hydrothermale, là, par contre, on produit du méthane. On produit aussi de l'hydrogène. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Disons, cette technologie est capable d'orienter vers quasiment que du méthane. Mais on peut aussi, si un jour on a des réseaux hydrogène, on peut aussi imaginer de switcher vers l'hydrogène. Et un dernier point que j'ai oublié aussi, on peut mélanger les intrants. Ça veut dire que cette technologie, vous la construisez, elle peut s'adapter à n'importe quel mélange d'intrants. Il n'y a pas besoin de modifier la technologie. C'est juste une question de réglage, ce qui est important à savoir. Bon, ça me paraissait effectivement important de refixer les idées de ce point de vue-là. Donc, comme je l'indiquais, basculons maintenant dans le domaine de l'hydrogène bas carbone. Avec vous, François Kaladjian, est-ce que vous pouvez nous évoquer donc, les innovations en la matière ? Oui, bonjour, merci de me donner l'occasion d'intervenir devant vous. Donc, hydrogène bas carbone, c'est hydrogène notamment à tirer la conversion du gaz, qu'il soit naturel ou biogaz d'ailleurs, associé à du captage de CO2, captage-stockage de CO2.
Alors c'est toujours intéressant de parler de captage-stockage de CO2 dans une table ronde consacrée à l'innovation quand on sait que le captage et stockage de CO2 opère depuis un quart de siècle déjà en mer du Nord. Donc ce sont des technologies qui sont bien maîtrisées, mais sur lesquelles il y a encore de la recherche à faire. Alors pourquoi d'ailleurs le captage-stockage de CO2 aujourd'hui est revenu au premier plan de beaucoup d'industriels et de préoccupations en termes de décarbonation, c'est que dorénavant, on vise la neutralité carbone, et cette neutralité carbone appelle à une neutralité technologique, c'est-à-dire tirer parti de toutes les technologies qui peuvent contribuer à atteindre cet objectif de neutralité carbone au moindre coût pour la société. Le moindre coût pour la société est assez important à souligner, parce qu'aller d'emblée sur certaines voies qui privilégient une seule solution conduit rarement à trouver le minimum, à minimiser le coût pour la société. Donc il faut privilégier tant qu'on peut un panel de solutions dont le captage-stockage fait partie. Alors ce captage-stockage, aujourd'hui, il s'intéresse à l'industrie, et c'est une bonne voie de décarbonation de l'industrie. Et puis, finalement, il s'invite aussi à travers l'hydrogène dans d'autres secteurs. D'une part, toujours l'industrie, puisque associé à la production d'hydrogène décarboné, le captage-stockage permet d'une part de fournir de l'énergie décarbonée aux sites industriels et d'autre part à remédier à leurs émissions de CO2 qui peuvent résulter des processus eux-mêmes de fabrication de ces industries. Pensons par exemple à la sidérurgie qui a deux sources d'émissions de CO2. La première qui est issue de la consommation d'énergie qui assure son fonctionnement, et d'autre part le processus même de transformation du minerai de fer en acier, qui est lui-même producteur de CO2. Donc le CCS, le captage-stockage de CO2, associé à de la production d'hydrogène décarboné, a un double effet finalement sur la décarbonation de l'industrie. Et puis finalement le CCS, à travers cet hydrogène, s'invite aussi dans le monde de la mobilité. Et on voit qu'on peut imaginer des infrastructures, des hubs, finalement des hubs CCS et hydrogène, qui viendraient se positionner sur les grands hubs industriels français, par exemple Dunkerque, par exemple Le Havre, qui, en matière de CCS, sont tout à fait appropriés pour aller stocker du CO2 dans d'anciens gisements de mer du Nord. Donc on a là une vraie opportunité, à la fois en termes de rapidité de mise en œuvre, notamment je pense au projet Northern Light dont la mise en opération est prévue pour 2024. Donc ça répond tout de suite à cette urgence climatique et de mettre en place les moyens de décarbonation les plus appropriés, les moins coûteux, le plus rapidement. Donc on a là des possibilités de développement d'infrastructures qui peuvent assez rapidement donner des solutions à cet objectif de décarbonation. Alors un petit mot, si vous me le permettez, sur les innovations en la matière qui sont encore nécessaires. Le captage-stockage, donc je vous l'ai dit, c'est une technologie qui est mature notamment par le fait qu'elle a été dès le départ appliquée à la purification du gaz naturel. Donc 40% des réserves sont des réserves qui contiennent du CO2 au-delà de ce qui est admissible pour le transporter dans les pipes. Donc c'est ainsi qu'en Norvège, ça a débuté, puisque le gaz de Sleipner était à 9% de CO2 qu'il fallait donc décarboner pour pouvoir le commercialiser. L'innovation, elle porte sur le fait d'utiliser ces technologies de purification du gaz naturel pour traiter des fumées industrielles.
Et là, on a affaire à des effluents qui ont une composition qui diffère du gaz naturel, qui sont un peu plus complexes. Et donc, depuis une vingtaine d'années, les recherches ont porté sur la mise au point de solvants qui sont tout à fait adaptés au traitement des fumées industrielles. Pour votre information, il y a un pilote de démonstration qui est en cours de développement à Dunkerque pour une utilisation sur une unité d'ArcelorMittal. Et quand on sait que l'hydrogène est aussi donc ce mode de décarbonation de la sidérurgie, on voit tout l'intérêt qu'il y a sur ce même site à combiner captage, stockage de CO2 et production d'hydrogène décarboné. Donc il y a des grandes logiques là-dessus. Les enjeux de la recherche, c'est réduire la pénalité énergétique du captage de CO2, donc par la mise au point de solvants plus performants. Qu'est-ce que vous appelez la pénalité ? Alors la pénalité énergétique, c'est le fait que pour opérer le captage de CO2, il faut de l'énergie. Cette énergie, elle vient prélever sur la charge qui est utilisée dans la production d'énergie. Donc il y a une baisse de rendement. C'est une autre façon de parler de chute de rendement. Voilà. Donc en développant des solvants plus performants, on réduit de beaucoup, on peut réduire de 30% cette pénalité énergétique et donc gagner en performance économique. Et puis les autres recherches qui sont à un stade de maturité moins avancé, c'est des recherches qui portent sur des procédés d'oxycombustion. Finalement, le fait de faire une combustion non pas à l'air mais à l'oxygène, c'est une façon d'accroître la concentration en CO2 dans les effluents et par la suite de pouvoir le séparer à coût énergétique bien moindre. Et là, nous, on travaille depuis quelques années, avec Total Energy d'ailleurs, sur la technologie de chemical looping, qui est un mode de production d'oxycombustion qui évite ces coûts très importants de cryogénisation pour produire de l'oxygène. Voilà. Donc on est sur des voies de recherche tout à fait passionnantes pour améliorer les performances du captage-stockage de CO2 et conduire finalement à de l'hydrogène décarboné utilisable pratiquement dès aujourd'hui, à des coûts qui sont très compétitifs par rapport à toutes les autres alternatives qui peuvent exister. Alors moi, il y a une question qui me taraude quand je vous écoute, parce qu'effectivement, le CCS, on a bien compris que ce n'était pas nouveau, ça fait 25 ans, vous disiez que ça existe. Pardon ? Un quart de siècle, ça fait encore plus. Ça fait 25 ans. Mais bon, peu importe. Le fait est qu'effectivement, on l'injecte dans des cavités, la plupart du temps des cavités salines ou des anciens gisements de gaz. Est-ce qu'on en dispose de manière suffisamment variée autour du globe ? Et notamment, vous parliez tout à l'heure des projets pilotes. Le fait est que quand on a stocké le carbone, est-ce qu'on est forcément au-dessus d'une cavité disponible ? Et sinon, comment est-ce qu'on gère cette problématique effectivement de géolocalisation ? Bon, si on est dans un contexte européen, la mer du Nord, c'est un lieu de stockage naturel de CO2 qui ne pose pas de problème. Donc je préconiserais de démarrer par des unités industrielles qui existent et qui jalonnent le bord de la mer du Nord, que ce soit, donc, comme je l'ai cité, à Dunkerque, Le Havre, mais vous avez aussi tout ce qui concerne la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, et jusqu'à même le bord de l'Allemagne et la Norvège. Donc si vous regardez la carte des installations industrielles, il y a un peu de potentiel. C'est énorme le potentiel, et naturellement il suffit de réutiliser des infrastructures pour partie existantes et de bénéficier des infrastructures à la fois de transport et de réservoirs et stocker assez facilement du CO2 pour l'Europe, dont la France. Maintenant, il faut traiter une unité située à Fos, par exemple, où il sera peut-être un petit peu plus compliqué du point de vue de l'acceptabilité sociétale d'aller stocker du CO2 dans le sous-sol de la Méditerranée.
eh bien, il faudra plutôt attendre la mise en place d'infrastructures de transport qui viendront collecter ce CO2 pour l'acheminer, par exemple, en mer du Nord. Donc il faut le penser dans le déploiement, il faut démarrer par ce qui est le plus simple et le plus proche des sites de stockage. Il y a de quoi faire déjà. On peut déjà éliminer pratiquement 20 millions de tonnes de CO2 produites actuellement sur ces sites industriels par de la mutualisation qui conduit à des réductions de coûts. Enfin, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, effectivement. Merci beaucoup, merci à vous tous donc, pour ces éclairages en matière d'innovation. Les innovations, vous avez compris, elles n'ont pas vocation à rester sur les paillasses des laboratoires.